Mon mari m'a dit de déménager pour que sa maîtresse enceinte puisse emménager. J'ai souri. Félicitations. Puis j'ai ajouté, mais en quoi est-ce mon problème? Et j'ai fait glisser une enveloppe scellée sur la table. Au moment où il a vu le nom imprimé dessus, son visage a pâli. Je croyais que la pire chose qu'un mari puisse faire était de tromper sa femme. J'avais tort. Tromper brise la confiance. Mais ce que Marc a essayé de me faire allait bien au-delà de cela. Il ne se contentait pas de me trahir dans mon dos. Il voulait m'effacer de la vie que nous avions passé plus de 2 décennies à construire ensemble. Il voulait me remplacer si complètement que, dans son esprit, ce serait comme si je n'avais jamais existé. Le soir où il a finalement révélé son plan a commencé comme n'importe quel autre jeudi soir. Le soleil se couchait derrière les montagnes rocheuses, projetant de longues ombres sur la banlieue de Denver, et je terminais une lessive quand Marc m'a envoyé un texto, « Il faut qu'on parle. Retrouve-moi chez Luciano S à 19h. » Pas d'émoji cœur, pas d'explication, juste un ordre. J'ai fixé le message quelques secondes de plus que nécessaire. À ce stade, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Pendant près d'1 an, notre mariage avait ressemblé à une maison qui s'affaisse sur des fondations fissurées. Rien de dramatique au début, juste de petits changements devenus impossibles à ignorer. Les voyages d'affaires tard le soir, les changements soudains de mots de passe, les notes de restaurant chères qui, étrangement, ne m'incluaient jamais, la façon dont il avait cessé de me regarder quand il parlait. Après 22 ans de mariage, une femme apprend la différence entre un mari qui est occupé et un mari qui cache quelque chose. Je suis arrivé au restaurant exactement à l'heure. Marc était déjà assis. Il avait l'air confiant, trop confiant. Son blazer bleu marine était neuf. Sa montre était neuve. Même son sourire semblait neuf, répété et poli, comme s'il avait répété cette conversation devant un miroir. Je me suis assise en face de lui. « Qu'y a-t-il de si important ?» ai-je demandé. Il n'a pas perdu de temps. « Claire, j'ai rencontré quelqu'un. » J'ai simplement hoché la tête. Son expression a changé. Un instant, il a semblé déçu que je ne sois pas choqué. Puis il a continué, « Elle s'appelle Britney. » Un autre hochement de tête. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. J'ai joint mes mains. Toujours aucune réaction. Marc s'est penché en arrière. Je pense que tu comprends ce que cela signifie. Je comprends que tu as une liaison, ai-je répondu calmement. Sa mâchoire s'est de nouveau crispée. Déception. Je pense qu'une partie de lui voulait une scène. Il voulait des larmes, des cris, des accusations, quelque chose d'assez dramatique pour justifier l'histoire qu'il se racontait probablement depuis des mois. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Puis il a lâché la deuxième bombe. Britney est enceinte. La voilà. L'annonce qu'il attendait clairement de faire. La chose qu'il pensait qui me détruirait. Au lieu de cela, j'ai souri. Félicitations. Ses sourcils se sont légèrement haussés. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans sa tête. Cela ne se déroulait pas comme prévu. Puis il s'est éclairci la gorge. Il y a autre chose. Bien sûr qu'il y en avait. Il s'est penché en avant et a baissé la voix. Britney va avoir besoin de stabilité. Un vrai foyer. Je l'ai fixé. Et je pense qu'il serait préférable que tu déménages. Les mots ont atterri sur la table entre nous. Froid, précis, délibéré. Pendant une seconde, je n'étais pas en colère. J'étais fasciné. Après tout ce que nous avions construit ensemble, après 22 ans de sacrifices, d'anniversaires, de paiements hypothécaires, de vacances en famille, de maladies, de déceptions, de victoires et de mardis ordinaires. Cet homme croyait sincèrement qu'il pouvait m'enlever de ma propre vie comme un meuble indésirable. Il a continué à parler. Quelque chose à propos de nouveau départ. Quelque chose à propos du bébé qui méritait un foyer familial. Quelque chose à propos de tout le monde qui devait aller de l'avant. J'ai à peine entendu quoi que ce soit parce qu'une pensée ne cessait de se répéter dans mon esprit. Il pense vraiment que cette maison lui appartient. Quand il a finalement cessé de parler, j'ai souri à nouveau. Félicitations, ai-je dit. Puis j'ai ajouté, mais en quoi est-ce mon problème? Son expression confiante s'est fissurée pour la première fois. Quoi? Ta petite amie est enceinte. C'est ta situation,
pas la mienne. Son visage s'est durci. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai presque ri. Ne rends pas les choses difficiles. Comme si j'étais la personne déraisonnable. Comme s'il n'avait pas passé la dernière année à me mentir en face. Comme s'il n'était pas en train de me demander de céder la maison que j'avais aidé à construire pour qu'une autre femme puisse y emménager. C'est à ce moment-là que j'ai mis la main dans mon sac à main. Marc a froncé les sourcils. J'ai sorti une grande enveloppe scellée, de couleur crème, professionnelle, du genre de celle que les avocats utilisent. Sans dire un mot, je l'ai fait glisser sur la table. Ses yeux sont tombés sur le recto. Alors, tout a changé. La confiance a disparu. L'arrogance a disparu. Même sa posture a changé parce que, clairement imprimé sur l'enveloppe, se trouvait le nom d'un cabinet d'avocats qu'il a reconnu immédiatement. Le même cabinet d'avocats qui avait géré la succession de mon père des années plus tôt. Le même cabinet d'avocats spécialisé en droit immobilier. Marc a levé les yeux pour la première fois de la soirée. Il semblait nerveux. Qu'est-ce que c'est ? Tu devrais le lire. Ses doigts ont hésité avant de rompre le seau. Alors qu'il parcourait les documents à l'intérieur, la couleur a lentement quitté son visage. Ses yeux se sont déplacés plus vite, puis plus lentement, puis sont revenus au début. Non, a-t-il murmuré. Je suis restée silencieuse. Non, ce n'est pas possible. Mais ça l'était. Des années plus tôt, quand mon père est décédé, il m'a laissé un héritage substantiel. La majeure partie de cet héritage était allée directement à l'achat de notre maison. À l'époque, l'avocat chargé de la succession avait insisté pour tout documenter avec soin, chaque transfert, chaque paiement, chaque distinction juridique. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque. Dieu merci, quelqu'un l'avait fait. Car selon le document posé devant Marc, la maison n'était pas un bien matrimonial. Elle n'était pas en copropriété et elle n'était certainement pas à lui. En vertu de la loi du Colorado et de la manière dont l'achat avait été structuré, la propriété restait mon bien propre. Légalement, complètement, exclusivement. Marc avait l'air d'un homme qui découvre la gravité pour la première fois. Tu savais. J'ai appris les détails il y a quelques mois. Ses yeux se sont plissés. Quelques mois. J'ai hoché la tête. À peu près au même moment où j'ai appris pour Britney. Silence. Un lourd silence. Le genre qui change tout. Pendant près d'un an, Marc avait construit un avenir fantasmé. Une femme plus jeune, un nouveau bébé, une maison confortable, une sortie propre. Maintenant, assis en face de moi, il commençait à réaliser que ce fantasme avait un problème. Un problème très coûteux. Car si quelqu'un devait quitter cette maison, ce ne serait pas moi. Et ce n'était que le début. Marc a fixé les documents si longtemps que le serveur est passé 2 fois pour nous demander si nous voulions un dessert. Aucun de nous n'a répondu. L'atmosphère à table avait complètement changé. 30 minutes plus tôt, il était arrivé en s'attendant à dicter les termes de mon avenir. Maintenant, il lisait un langage juridique qu'il souhaitait clairement ne pas exister. Finalement, il a repoussé les papiers vers moi. Cela ne change rien. J'ai presque souri. C'était le genre de phrase que les gens disent quand ils savent que tout a changé. Cela change beaucoup de choses, en fait. La maison n'est qu'un actif. C'est vrai. Nous allons tout diviser. Peut-être. Sa mâchoire s'est crispée. La confiance qu'il avait apportée au restaurant commençait à se fissurer, mais les hommes comme Marc se rendent rarement rapidement. Ils passent des années à se convaincre qu'ils contrôlent chaque situation. Et lorsque la réalité conteste cette croyance, ils redoublent souvent d'efforts avant d'accepter la défaite. Il s'est levé brusquement. Ce n'est pas fini. Non, ai-je convenu calmement. Ça ne l'est pas. Puis il est parti. Pour la première fois en 22 ans, j'ai regardé mon mari quitter une pièce sans ressentir le besoin de le suivre. Dehors, l'air du soir du Colorado semblait étonnamment léger. Non pas parce que j'étais heureuse, non pas parce que je n'étais pas blessée. J'étais dévastée. Mais la dévastation et la clarté peuvent exister en même temps. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais voir clairement. Le mariage était terminé. L'illusion était terminée. L'attente était terminée. Il ne restait plus que la vérité. Le lendemain matin,
j'ai rencontré mon avocate, Suzanne Keller. Contrairement aux avocats spectaculaires que l'on voit à la télévision, Suzanne était calme, méthodique et effroyablement intelligente. Elle avait passé près de 3 décennies à traiter des affaires de droit de la famille, et elle avait le don de repérer les détails que les autres négligeaient. Après avoir passé en revue la conversation de la veille, elle a hoché lentement la tête. Comment a-t-il réagi? Comme un homme qui vient de découvrir que le sol n'est plus sous ses pieds. Cela lui a valu un petit sourire. Bien. Suzanne a ouvert un dossier épais. Le dossier avait grossi depuis des mois. Car pendant que Marc pensait avoir caché sa liaison avec succès, il avait sous-estimé 2 choses, ma patience et ma capacité à remarquer les schémas. Je n'avais jamais engagé de détective privé. Je ne l'avais jamais suivi. Je n'avais jamais fouillé son téléphone. J'avais simplement prêté attention. Les gens finissent toujours par se révéler. Toujours. Le premier indice était apparu près d'1 an plus tôt. Une note d'hôtel de luxe pendant ce qui était censé être un voyage d'affaires d'une journée. Puis sont venues les notes de restaurant, les achats de bijoux, les dépenses de week-end qui, étrangement, n'apparaissaient jamais sur les plannings de l'entreprise. Individuellement, chaque élément semblait insignifiant. Ensemble, ils racontaient une histoire. Suzanne a tourné plusieurs pages. Avez-vous regardé les registres de l'entreprise récemment? Pas en détail. Cette réponse l'a dérangée. Pendant près de 15 ans, j'avais aidé à gérer les opérations administratives de l'entreprise de construction de Marc. Je n'étais pas propriétaire, mais je comprenais les finances mieux que la plupart des employés. Cependant, après que son succès a grandi, Marc m'a progressivement écarté. À l'époque, j'avais supposé qu'il voulait son indépendance. Maintenant, je soupçonnais qu'il voulait de l'intimité. Suzanne m'a tendu plusieurs feuilles de calcul. Regardez ça. J'ai parcouru les chiffres. Puis, je les ai parcourus à nouveau. Quelque chose n'allait pas. Plusieurs dépenses avaient été classées comme frais de développement client. D'autres étaient répertoriées comme remboursement de voyage. Certaines étaient étiquetées comme frais de consultation. Mais les montants semblaient étrangement familiers, presque identiques aux relevés de carte de crédit que j'avais discrètement copiés des mois plus tôt. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Êtes-vous en train de dire que l'argent de l'entreprise a payé pour la liaison? Suzanne a croisé les mains. Je dis que les registres soulèvent de sérieuses questions. Des questions. Les avocats adoraient ce mot. Les questions menaient à des enquêtes. Les enquêtes menaient à des réponses, et les réponses pouvaient devenir très coûteuses. Au cours des semaines suivantes, les événements se sont accélérés. Marc a engagé un avocat spécialisé en divorce agressif. Des lettres sont arrivées, des demandes sont arrivées, des menaces sont arrivées. Selon son équipe juridique, il avait l'intention de se battre pour d'importants biens matrimoniaux. Selon son équipe juridique, il croyait que la question de la maison serait finalement annulée. Selon son équipe juridique, je devais me préparer à une longue bataille. Suzanne a lu chaque lettre et a semblé presque amusée. Il bluffe. Vous semblez certaine. Je le suis. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Elle s'est penchée en arrière. Parce que les gens qui ont des dossiers solides n'ont généralement pas besoin de menacer tout le monde. Cela s'est avéré vrai. Plus Marc devenait bruyant, plus sa position semblait faible. Pourtant, le côté émotionnel était plus difficile. Beaucoup plus difficile. Partout où j'allais, je voyais des rappels de notre vie ensemble. Des photographies, des tasses à café collectionnées lors de voyages, les artefacts ordinaires d'un mariage. 22 ans ne disparaissent pas parce que quelqu'un signe des papiers de divorce. Parfois, j'entrais dans une pièce et je me souvenais d'une version de Marc qui ne semblait plus réelle. Le jeune homme qui m'avait aidé à peindre notre premier appartement. Le mari qui était resté éveillé toute la nuit quand notre fille Émilie avait eu une pneumonie. Le père qui avait pleuré quand elle avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Où cet homme était-il parti? Avait-il disparu? Ou avais-je simplement échoué à voir qui il était vraiment? Je ne savais pas. Peut-être que je ne le saurais jamais. Pendant ce temps, Marc s'occupait à se créer des problèmes. Des problèmes que je n'avais pas besoin de créer. Au début, il a tenté une campagne de relations publiques. Les amis ont reçu des versions soigneusement éditées des événements.
Les membres de la famille ont entendu des histoires le dépeignant comme piégé dans un mariage malheureux. Quelques personnes l'ont cru. Beaucoup ne l'ont pas cru. Parce qu'il y avait un détail qu'il ne pouvait pas expliquer. S'il était si malheureux, pourquoi essayait-il si désespérément de me chasser d'une maison qui n'était pas la sienne? Puis est venue Britney. Jusque-là, je ne l'avais jamais rencontrée. Je savais qu'elle avait 29 ans. Je savais qu'elle travaillait dans le marketing. Je savais qu'elle attendait un bébé. C'était tout. Mais l'information a une façon de voyager à travers les communautés, en particulier les communautés de banlieue. Un après-midi, une connaissance commune m'a appelé. Tu ne vas pas croire ça. Quoi? Elle planifie déjà des rénovations. J'ai cligné des yeux. Des rénovations. La maison. Apparemment, Britney avait discuté de futures idées de décoration avec des amis, nouveaux meubles, nouvelles couleurs de peinture, une chambre d'enfant, une cuisine redessinée. Elle faisait des plans pour une maison qu'elle ne possédait pas, une maison qui lui avait apparemment été promise. Pendant un bref instant, j'ai vraiment eu pitié d'elle. Parce que quelqu'un lui avait clairement vendu un fantasme. Et ce quelqu'un était Marc. Plus Suzanne enquêtait, plus les choses devenaient troublantes. Les dépenses douteuses de l'entreprise n'étaient que le début. Il y avait des divergences, des explications manquantes, des transactions qui n'avaient pas tout à fait de sens. Rien d'assez dramatique pour créer un scandale criminel, mais assez pour créer un examen financier sérieux, assez pour inquiéter les partenaires commerciaux. Assez pour inquiéter les comptables, assez pour inquiéter les prêteurs. Un vendredi après-midi, Suzanne m'a appelé à l'improviste. Sa voix semblait inhabituellement sérieuse. « Claire, que s'est-il passé? Je pense que nous avons trouvé quelque chose d'important. » Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce que c'est? » Il y a eu une brève pause. Puis elle a parlé avec précaution. La liaison de Marc pourrait ne pas finir par être son plus gros problème. Le silence qui a suivi a semblé lourd. Dangereusement lourd. Parce que je connaissais bien Suzanne. Et elle n'était pas le genre de femme à faire des déclarations dramatiques. Si elle était inquiète, il y avait une raison, une très bonne raison. Et pour la première fois depuis cette nuit chez Luciano S., j'ai commencé à soupçonner que la vie que Marc avait construite autour de ses mensonges reposait sur des fondations bien plus fragiles que quiconque ne le réalisait, y compris Marc lui-même. Il y a un moment dans la vie de chaque personne où les conséquences cessent d'être théoriques. Pendant des mois, peut-être des années, vous vous convainquez que rien n'arrivera. Vous prenez des raccourcis, dites des mensonges, prenez des décisions égoïstes, et d'une manière ou d'une autre, le monde continue de tourner. Le soleil se lève, les factures sont payées, les gens croient à vos excuses. Puis un jour, la réalité arrive. Et elle envoie une facture. Pour Marc, ce moment est arrivé 3 semaines après l'appel téléphonique de Suzanne. J'étais assise sur ma terrasse arrière un samedi matin de bonne heure, buvant du café et regardant un couple de merles sautiller sur la pelouse quand mon téléphone a vibré. C'était Émilie. Notre fille appelait rarement avant 9 heures. Maman. Sa voix semblait tendue. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise de papa a perdu le contrat Jefferson. Je me suis redressé. Le contrat Jefferson était énorme. Pas de quoi changer une vie, mais assez important pour que sa perte fasse mal. Tu es sûr? Je l'ai entendu en parler hier soir. J'ai regardé de l'autre côté du jardin. Le moment n'était pas une coïncidence. Les clients importants deviennent souvent nerveux lorsque des questions surgissent sur la gestion financière. Même des rumeurs pouvaient créer des problèmes. Et des rumeurs commençaient à circuler. Non pas parce que je les propageais, mais parce que des professionnels posaient des questions légitimes. Des questions auxquelles Marc ne pouvait pas répondre facilement. Au cours du mois suivant, la situation s'est aggravée. Son comptable a démissionné de manière inattendue. Un partenaire commercial de longue date a demandé un examen indépendant de plusieurs notes de frais. Une banque a retardé l'approbation d'un montage financier. Rien de catastrophique en soi, mais ensemble, ils créent une pression. Le genre de pression qui révèle les fissures. Suzanne est restée prudente. Nous n'avons pas besoin d'exagérer quoi que ce soit. Nous ne le faisons pas. Exactement. C'était la beauté de la situation. Personne ne fabriquait de preuves. Personne ne complotait de vengeance par la tromperie.
La vérité faisait tout le travail. Marc avait créé chaque problème lui-même. Il ne s'était simplement pas attendu à ce que quelqu'un relie les points. Un après-midi, j'ai croisé une vieille amie nommée Karen dans une épicerie. Après quelques minutes de banalité, elle a hésité. « J'espère que ça ne te dérange pas que je te demande. » « Demander quoi ? Comment tiens-tu le coup ? » J'ai souri doucement. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Karen a hoché la tête. Puis elle a baissé la voix. Les gens parlent. Cela ne m'a pas surprise. L'Amérique des banlieues fonctionne sur la conversation. Les gens discutent de la météo, du football, des petits-enfants et, occasionnellement, de l'effondrement spectaculaire du mariage de quelqu'un d'autre. Que disent-ils ? Elle avait l'air mal à l'aise. La plupart des gens ne parlent plus de la liaison. J'ai froncé les sourcils. De quoi parle-t-il ? De la façon dont il t'a traité. Cette réponse m'est restée toute la journée. Parce qu'elle avait raison. La liaison elle-même n'était plus l'histoire principale. Les gens avaient déjà vu des liaisons. Malheureusement, cela arrive tous les jours. Ce qui les choquait, c'était autre chose. La cruauté, l'arrogance, le pur droit de s'attendre à ce qu'une épouse de 22 ans disparaisse tranquillement pour qu'une maîtresse puisse prendre sa place. C'était le détail que les gens ne pouvaient pas oublier. Et apparemment, Émilie non plus. Quelques jours plus tard, elle m'a invité à déjeuner. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de son bureau. Elle semblait nerveuse, plus nerveuse que d'habitude. Après avoir commandé des sandwichs, elle a finalement parlé. J'ai vu papa. J'ai attendu. Il veut que je comprenne son point de vue. J'ai presque ri. L'a-t-il expliqué ? Eh bien, non. La réponse est venue immédiatement. Émilie a baissé les yeux sur son café. Tu sais ce qui est étrange. Quoi ? La liaison n'est même pas ce qui me met le plus en colère. Je suis restée silencieuse. Elle a continué. C'est la façon dont il t'a traité comme si tu étais jetable. Les mots ont frappé plus fort qu'elle ne le réalisait. Parce qu'ils étaient vrais. Émilie a secoué la tête. Tu lui as tout donné. J'ai fait des choix. Tu as construit cette entreprise avec lui. J'ai aidé. Il a agi comme si rien de tout cela n'avait d'importance. La voilà. La vraie trahison. Pas le sexe, pas les mensonges, pas même le divorce. La conviction que 22 ans de loyauté pouvaient simplement être effacés. C'était la blessure sous toutes les autres. De l'autre côté de la ville, Marc commençait à apprendre que les actions ont une façon de remodeler les relations, même les plus inattendues, surtout avec Britney. Au début, elle était restée fermement à ses côtés, du moins d'après ce que les gens me disaient. Mais des fissures apparaissaient. Le fantasme devenait plus difficile à maintenir. Les promesses sont faciles quand elles existent dans le futur. La réalité est plus difficile. La réalité inclut des avocats, des registres hypothécaires, des examens financiers, des préoccupations commerciales. La réalité inclut le stress. Un soir, Émilie a de nouveau appelé. Cette fois, elle avait l'air choquée. Tu ne vas pas croire ça. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? J'ai croisé Britney. Cela a attiré mon attention. Et elle avait l'air misérable. Apparemment, Britney avait appris plusieurs choses récemment. Premièrement, la maison n'était pas disponible. Deuxièmement, la situation financière de Marc était bien moins sûre qu'on ne le lui avait laissé croire. Troisièmement, l'avenir qu'elle imaginait pourrait ne jamais exister. Le fantasme et la réalité entraient en collision. La réalité gagnait. Pour la première fois, je me suis vu Britney différemment. Pas comme une rivale, pas comme une ennemie. Juste une autre personne qui avait cru un menteur habile. Cela n'excusait pas ses choix. Elle savait qu'il était marié. Elle portait la responsabilité de cela. Mais responsabilité et méchanceté ne sont pas toujours la même chose. Le véritable architecte de ce désastre était toujours Marc. Il nous avait menti à toutes les deux, juste de différentes manières. Puis est venue la découverte qui a tout changé. Tard un jeudi après-midi, Suzanne a appelé. Son ton a immédiatement attiré mon attention. Que s'est-il passé ? Nous avons reçu des documents financiers supplémentaires. Une pause,
puis une autre. Le genre de pause que les avocats utilisent lorsqu'ils choisissent leurs mots avec soin. Finalement, elle a parlé. Je pense que Britney vient d'apprendre quelque chose d'important. Mon pouce est accéléré. Quoi? Plusieurs dettes. J'ai froncé les sourcils. Des dettes. Importantes. Cela n'était pas censé arriver. Mark projetait toujours le succès, la confiance, la stabilité. L'image d'un homme fermement en contrôle. Apparemment, l'image était devenue plus impressionnante que la réalité. Les registres montraient des obligations substantielles liées à des projets d'expansion commerciale qui n'avaient pas bien fonctionné. Rien d'illégal, rien de scandaleux. Juste des décisions risquées cachées derrière des montres chères et des sourires polis. Le genre d'information qui a tendance à effrayer les gens qui planifient un avenir, surtout les gens qui attendent un enfant. Au cours des semaines suivantes, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Britney et Mark se disputaient fréquemment. Puis sont venues des informations selon lesquelles elle avait déménagé temporairement. Puis des informations selon lesquelles elle ne répondait plus aux appels. Personne ne connaissait toute l'histoire, mais le schéma était évident. Le rêve s'effondrait, morceau par morceau. Et quelque part à l'intérieur de cet effondrement, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inattendu en moi. La paix. Pas le bonheur, pas le triomphe. La paix. Parce que la vengeance avait cessé d'être mon objectif. À un moment donné, sans m'en rendre compte, mon objectif avait changé. Je ne voulais plus que Mark souffre. Je voulais simplement que la vérité se tienne là où les mensonges se tenaient autrefois. Et la vérité se tenait très droite. Pourtant, le plus grand règlement de compte n'était pas encore arrivé. L'audience de divorce approchait. Le litige immobilier approchait. Les divulgations financières finales approchaient. Pendant des mois, Mark avait perdu le contrôle de l'histoire. Bientôt, il perdrait le contrôle de quelque chose de bien plus grand. L'issue. Au moment où la date du tribunal est arrivée, près de 8 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Mark s'était assis en face de moi chez Luciano S et m'avait dit de déménager de ma propre maison. 8 mois. Assez longtemps pour que la colère se calme. Assez longtemps pour que les illusions meurent. Assez longtemps pour que la réalité se révèle. L'audience a eu lieu un lundi matin gris dans le centre-ville de Denver. Le palais de justice était exactement ce que sont la plupart des palais de justice, des lumières fluorescentes, des voix étouffées, des chaises inconfortables et des gens portant le poids de décisions qui pourraient changer le cours de leur vie. Je suis arrivé tôt avec Suzanne. Mark est arrivé 20 minutes plus tard. Pendant un moment, je l'ai à peine reconnu. Non pas parce qu'il avait l'air plus vieux. Parce qu'il avait l'air plus petit. La confiance coûteuse qui l'entourait autrefois semblait avoir disparu. Les costumes sur mesure étaient toujours là. Les chaussures cirées étaient toujours là. Mais quelque chose en dessous avait changé. La certitude avait disparu. Et la certitude avait toujours été sa plus grande source de pouvoir. Il m'a jeté un coup d'œil. J'ai hoché la tête poliment. Il a hoché la tête en retour. Aucun de nous n'a parlé. À l'intérieur de la salle d'audience, les débats se sont déroulés avec beaucoup moins de drame que ce que la télévision voudrait faire croire. Pas de cris, pas de discours dramatiques, pas de surprises choquantes. Juste des faits, des documents, des registres, des preuves. La vérité a tendance à être moins théâtrale que les mensonges, mais elle est généralement beaucoup plus forte. Au cours de plusieurs heures, les avocats ont présenté des dossiers financiers, des documents de propriété, des registres de succession et des années de paperasse juridique. Le juge a écouté attentivement. Des questions ont été posées, des réponses ont été données. En milieu d'après-midi, la question centrale était devenue impossible à contester. La maison m'appartenait. Pas émotionnellement, pas moralement. Légalement. Complètement. La piste de l'héritage était claire. La documentation était claire. La loi était claire. Quand le juge a finalement confirmé la décision, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis sentie soulagée. Un chapitre était terminé. Rien de plus, rien de moins. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes n'attendaient pas. Personne n'a applaudi. Le monde a continué de tourner. Mais une réalité était devenue officielle. L'homme qui avait essayé de me chasser de ma maison n'y avait plus aucun droit.
Ce soir-là, je suis rentré seul à la maison. Pendant plusieurs minutes, je suis resté assise tranquillement dans le salon. La même pièce où Émilie avait ouvert ses cadeaux de Noël. La même pièce où Marc et moi avions autrefois célébré des anniversaires. La même pièce qu'il s'attendait à ce que Britney hérite. Le silence semblait différent maintenant. Pas vide. Paisible. Pour la première fois depuis très longtemps, la maison me semblait à nouveau mienne. Une semaine plus tard, Marc a déménagé. L'ironie était impossible à ignorer. Des mois plus tôt, il m'avait imaginé transportant des cartons vers un nouvel appartement pendant qu'il commençait une nouvelle vie. Au lieu de cela, c'est lui qui chargeait des meubles dans un camion de location. J'ai regardé depuis le porche, non pas parce que je voulais jubiler, mais parce qu'après 22 ans, dire au revoir méritait un témoin. À un moment donné, il s'est approché de moi. Aucun de nous n'a parlé immédiatement. Puis il a regardé vers le camion. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait comme ça. J'ai étudié son visage. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de performance, pas de manipulation, pas de stratégie. Juste de l'épuisement. Moi non plus. Il a hoché la tête lentement, puis il est parti. Et d'une manière ou d'une autre, cette brève conversation a fait plus mal que n'importe quelle dispute ne l'avait jamais fait. Parce qu'elle m'a forcé à me souvenir que les gens sont rarement une seule chose. Marc n'était pas un monstre. Les monstres sont faciles. Les monstres rendent les histoires simples. Marc était quelque chose de beaucoup plus courant. Un homme imparfait qui a fait des choix égoïstes et s'est convaincu qu'il n'aurait pas de conséquences. Un homme qui est progressivement devenu la pire version de lui-même. Et maintenant, il devait vivre avec cette réalité. Au cours des mois suivants, la pression financière a continué. Plusieurs opportunités commerciales ont disparu. Des clients ont choisi des concurrents. Des partenariats se sont dissous. Pas tout d'un coup. Pas de manière spectaculaire. Juste régulièrement. La façon dont la confiance disparaît habituellement. Une décision à la fois. Pendant ce temps, Britney a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Quand Émilie m'a annoncé la nouvelle, je me suis surprise. J'ai souri. L'enfant n'avait rien fait de mal. Les enfants ne choisissent jamais les circonstances de leur arrivée. Quelles que soient les erreurs que les adultes avaient commises, elles appartenaient aux adultes. Le bébé méritait mieux. Finalement, j'ai appris que Britney et Marc n'étaient plus ensemble. La relation n'avait pas survécu au poids de la réalité. Encore une fois, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement de la compréhension. Les relations construites sur la tromperie ont souvent du mal lorsque l'honnêteté entre enfin dans la pièce. Pourtant, le changement le plus important ne se produisait pas dans la vie de Marc. Il se produisait dans la mienne. Pendant des années, j'avais organisé mon identité autour du fait d'être une épouse, puis de survivre à la trahison, puis de me protéger pendant le divorce. Maintenant, soudain, il y avait de l'espace. De l'espace pour décider qui je voulais devenir ensuite. J'ai rejoint un groupe de randonnée. J'ai voyagé avec des amis. J'ai commencé à faire du bénévolat 2 fois par mois dans un programme d'alphabétisation pour adultes. Des choses simples, des choses ordinaires. Mais elle me rappelait que la vie ne se termine pas quand un mariage se termine. Parfois, elle recommence. Émilie a remarqué le changement avant moi. Un après-midi, elle a ri et a dit, « Tu sembles plus légère. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu souris plus. J'y ai pensé plus tard. Elle avait raison. Non pas parce que mes problèmes avaient disparu. Parce que mon avenir ne dépendait plus des choix de quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience m'a semblé libératrice. Le plus étrange, c'est que la vengeance que j'avais autrefois imaginée n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu d'humiliation publique dramatique, pas de chute spectaculaire, pas de moment où je me suis tenue victorieuse pendant que Marc perdait tout. La vie n'est généralement pas si nette. Au lieu de cela, quelque chose de plus significatif s'est produit. Il a fait face aux conséquences naturelles de ses actions. Et j'ai cessé de porter le fardeau de celle-ci. À la fin de cette année, une dernière affaire judiciaire restait. Un règlement financier impliquant plusieurs actifs contestés. Comparé à tout le reste, cela semblait presque insignifiant. Pourtant, cela créerait la conversation finale que nous ne savions ni l'un ni l'autre à venir.
Une conversation qui révélerait si Marc avait réellement appris quelque chose de l'épave qu'il avait laissée derrière lui. Et si je l'avais vraiment fait? L'affaire judiciaire finale a eu lieu près de 14 mois après la nuit où Marc m'a dit de déménager pour que sa maîtresse enceinte puisse emménager. À ce moment-là, notre divorce était terminé depuis longtemps. La question de la maison était réglée. Les complications commerciales s'étaient en grande partie résolues. Aucun de nous ne vivait la vie que nous avions imaginée. Mais encore une fois, très peu de gens le font. L'audience elle-même a duré moins de 2 heures. Une poignée d'actifs contestés, quelques ajustements de comptes de retraite, quelques questions financières restantes. Rien de dramatique, rien qui ne changerait nos avenirs de manière significative. Quand ce fut terminé, Suzanne a rassemblé ses dossiers et a souri. Félicitations. J'ai ri doucement. Ce mot a eu un parcours intéressant. Assurément. Nous avons marché ensemble vers la sortie du palais de justice. Dehors, le ciel du Colorado était brillant et clair, le genre de journée qui fait croire aux gens que les nouveaux départs sont possibles. Avant que nous n'atteignions le parking, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Je me suis retourné. Marc. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis Suzanne s'est discrètement excusée et a continué vers sa voiture, nous laissant seuls. La dernière fois que nous nous étions vraiment parlé, c'était des mois plus tôt. Il avait encore l'air différent. Pas vaincu, pas brisé. Juste plus âgé. Plus honnête, en quelque sorte. Le genre de regard que la vie donne aux gens après avoir dépouillé leurs illusions. J'espérais que nous pourrions parler. Je l'ai étudié attentivement. Il y a un an, j'aurais supposé qu'il y avait un programme, une stratégie, un motif caché. Maintenant, je n'étais plus si sûr. D'accord. Nous nous sommes assis sur un banc voisin donnant sur une petite cour. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis, Marc a pris une profonde inspiration. Je te dois des excuses. Je n'ai rien dit. Non pas parce que j'étais en colère. Parce que les excuses devraient être autorisées à se tenir d'elles-mêmes. Sans interruption, sans assistance, sans secours. Il a fixé le sol. J'ai passé beaucoup de temps à me raconter des histoires. Quel genre d'histoire? Le genre que les gens égoïstes se racontent. Sa réponse m'a surprise. Il n'y avait aucune attitude défensive, aucune excuse, aucune tentative d'adoucir la vérité. Il a continué, je me suis convaincu que je méritais plus. Les mots sont sortis lentement. Je me suis convaincu que j'étais piégé. Je me suis convaincu que notre mariage était déjà terminé depuis des années. Je me suis convaincu que je ne faisais de mal à personne. Un sourire amer a traversé son visage. C'est incroyable ce que les gens peuvent croire quand ils essaient de justifier quelque chose qu'ils veulent. J'ai écouté tranquillement. Parce qu'ils n'avaient pas tort. La plupart des trahisons commencent bien avant la trahison elle-même. Elles commencent par des histoires. Des histoires que les gens se racontent jusqu'à ce que l'égoïsme commence à paraître raisonnable. Marc a regardé vers le palais de justice. La liaison n'était pas la pire chose que j'ai faite. Je savais déjà où cela menait. C'était la maison. Il a hoché la tête. Oui. Le mot est sorti presque comme un murmure. La maison. Pendant un moment, ses yeux sont devenus lointains. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais à toi-même. Il a eu un petit rire. C'est tout à fait ça. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Le silence n'était pas inconfortable. Il était simplement honnête. Finalement, il a continué. Je n'arrêtais pas de rejouer cette nuit au restaurant. J'ai souri faiblement. L'enveloppe. L'enveloppe. Pour la première fois, un embarras sincère est apparu sur son visage. Je pensais que j'avais tout le pouvoir. La voilà. La vérité. Pas seulement sur le mariage. Surtout. Le pouvoir, le contrôle, le droit, la conviction qu'il pouvait réorganiser la vie des autres sans conséquence. Puis la réalité est arrivée à l'intérieur d'une enveloppe scellée. Et tout a changé. Marc s'est penché en arrière. Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Perdre la maison n'était pas le pire. Je n'étais pas surprise. Parce que les pertes matérielles le sont rarement.
Qu'est-ce que c'était? Il m'a regardé. Émilie. Cette réponse m'a fait mal. Parce qu'elle était vraie. Bien que notre fille aimait toujours son père, quelque chose entre eux avait changé. La confiance une fois brisée est difficile à restaurer. Pas impossible, mais difficile. J'ai manqué presque 1 an avec elle. Tu ne l'as pas manqué. Est-ce? Mon expression s'est crispée. Non. Tu l'as choisi. Elle. Et mots n'étaient pas cruels. Ils étaient simplement exacts. Après un moment, il a hoché la tête. Tu as raison. Pour la première fois depuis longtemps, il a accepté la responsabilité sans argumenter. Cela comptait. Plus que ce à quoi je m'attendais. Nous avons parlé pendant encore une demi-heure. D'Émilie, du vieillissement, des erreurs, de la manière étrange dont la vie enseigne des leçons que nous n'avons jamais voulu apprendre. Finalement, il s'est levé. Je n'attends pas de pardon. J'ai réfléchi à cela. Puis je nous ai surpris tous les deux. Je t'ai déjà pardonné. Ses yeux se sont écarquillés. Non pas parce qu'il pensait le mériter. Parce qu'il ne s'y attendait clairement pas. J'ai continué. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Il a écouté attentivement. Cela signifie que j'ai cessé de le porter. L'émotion qui a traversé son visage était difficile à décrire. Soulagement, regret, gratitude. Peut-être les 3. Puis il a hoché la tête et est parti. Ce fut la dernière conversation importante que nous ayons jamais eue. Au cours des années suivantes, la vie s'est installée dans quelque chose de plus calme. Émilie a épousé un homme bon qui la traitait avec respect. Marc est resté impliqué dans la vie de son fils et a progressivement reconstruit sa relation avec notre fille. Pas parfaitement, mais honnêtement. Ce qui était mieux. Quant à moi, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. La plus grande vengeance n'avait jamais été de prendre la maison. La plus grande vengeance n'avait jamais été de gagner au tribunal. La plus grande vengeance n'avait jamais été de voir Marc faire face aux conséquences. La plus grande vengeance était de refuser de devenir amer. Parce que l'amertume aurait permis à ses choix de contrôler le reste de ma vie. Et j'ai refusé de lui donner ce pouvoir. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose de nouveau. Une vie définie non pas par la trahison, mais par la résilience. Non pas par la perte, mais par la croissance. Non pas par ce qui m'est arrivé, mais par ce que j'ai choisi de faire après. Parfois, les gens me demandent si je regrette quelque chose. La réponse est oui. Je regrette d'avoir fait confiance à quelqu'un qui a finalement trahi cette confiance. Je regrette d'avoir ignoré les signes avant-coureurs. Je regrette la douleur que ma fille a endurée. Mais je ne regrette pas de m'être défendu. Et je ne regrette pas cette enveloppe. Parce que cette enveloppe contenait plus que des documents juridiques. Elle contenait la vérité. Et la vérité a une façon d'arriver exactement quand on en a besoin. S'il y a une leçon dans mon histoire, c'est celle-ci. Le caractère compte. L'intégrité compte. Les choix que nous faisons en privé finissent par façonner les vies que nous menons en public. Vous pouvez construire un avenir sur des mensonges pendant un certain temps. Vous pouvez construire un fantasme sur l'égoïsme pendant un certain temps. Mais finalement, la réalité arrive. Et la réalité garde toujours des archives. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, prenez un moment pour réfléchir aux personnes dans votre vie qui vous ont montré loyauté, gentillesse et confiance. Ces choses sont faciles à tenir pour acquises jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et si vous avez déjà fait face à la trahison, à des difficultés, ou à une saison qui vous a forcé à reconstruire votre vie à partir de zéro, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait encourager quelqu'un qui est en difficulté en ce moment. Merci de votre écoute. Si vous appréciez les histoires réfléchies sur la résilience, la justice et les secondes chances, veuillez aimer, vous abonner et nous rejoindre à nouveau pour la prochaine. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.